Pas besoin en fait. Docteur, c'est la panique. Il est sur le point de mourir, regardez ça. La marque noire. On est foutu. Que Dieu nous vienne en aide. On va faire un petit résumé de l'histoire et relever tous les points qui paraissent pas foufou afin d'appréhender au mieux l'opération. Le film s'ouvre sur ce qui ressemble quand même vachement à une tentative de suicide. En réalité, c'est Henry, le fils de Will et Elizabeth, qui parvient à parfaitement trianguler la position du Hollandais volant sous l'océan. Bravo petit. Là, il y retrouve son père, à qui il assure pouvoir conjurer sa malédiction. Donc, pour rappel, Will Turner est frappé par la malédiction du Hollandais volant, car il a embroché le cœur de David Jones et donc a pris sa place. Il est condamné à accompagner les âmes, qui ont péri en mer, dans l'au-delà, et cela pour l'éternité. En échange de quoi, il peut poser pied à terre une seule fois tous les 10 ans. Le petit Henry a donc une brillante idée pour conjurer le mauvais sort. Je crois que je sais comment rompre le sort. Te libérer du Hollandais volant. Le trident de Poséidon rompra le sortilège. Henry, aucun être humain ne peut le trouver. Ce n'est qu'une légende. Alors ça, c'est culotté. Le gars est littéralement capitaine d'un vaisseau fantôme, une légende. En plus, il a vu de ses propres yeux l'or légendaire des Aztèques. David Jones, il a affronté le Kraken, et s'est même rendu dans le monde des morts. Comment peut-il réagir de façon aussi terre-à-terre à un pouvoir qui serait capable de le délivrer de son fardeau? Il devrait tout faire pour le trouver, ce trident. Puis aussi, le look de Will est un peu spécial, non? Pourquoi il a des coquillages sur la tronche? Si David Jones est tout poulpeux, c'est parce qu'il n'a pas accompli son devoir de guider les morts, et qu'il se fait maudire par la déesse Calypso. Mais pourquoi? Ça veut dire que Will ne s'acquitte pas de ses nouvelles responsabilités? Ça serait quand même très bizarre, le connaissant. Puis, il est où son équipage même? Il se cache? Ou le film n'avait pas de budget pour la scène? Bah tout ça on sait pas trop, il y a même de grandes chances en fait que ce soit juste parce que les scénaristes soient un petit peu concons. Si. D'ici la fin de la vidéo, vous devriez en être convaincus. Enfin on l'espère. Will demande à son fils de dégager et retourne dans les profondeurs des mers. Parce que, il aime bien les poissons, j'imagine. Je vois pas vraiment l'intérêt qu'il a de rester sous l'eau, mais passons. En tout cas, le petit Henry a vachement de chance de retrouver sa barque, hein. Sur ce plan, on voit clairement qu'elle se trouve juste au-dessus du Hollandais volant. Et je vous rappelle qu'il a fait 7 entrées quand même. J'en connais un qui voulait abandonner son fils au milieu de l'océan. Ça aurait fait un joli petit clin d'œil au premier des Pirates des Caraïbes, cela dit. On retrouve Henry des années plus tard, alors engagé au sein de la marine anglaise, et parfaitement intrépide. Il se met ses supérieurs à dos et est accusé de traîtrise, alors qu'il essayait de tous les sauver. Bon, il s'y est pas pris non plus de manière très subtile. Il est alors jeté en prison et rencontre un personnage d'exposition. Jack Sparrow. Il est mort. Merci à toi, personnage d'exposition. Bref, ils se font aborder par un équipage de pirates maudits, car surprise, ils auraient dû écouter les conseils du jeune Henry. Ce dernier fait alors la rencontre du capitaine Salazar, qui n'aime pas du tout Jack Sparrow. Il laisse d'ailleurs à Henry un message à destination du mythique capitaine. Enfin en soi, rien ne l'y oblige, hein. Apparemment il est bloqué dans son espèce d'antre, donc on peut pas dire que niveau menace, il y ait quoi que ce soit à craindre. Si au final il décide d'en avoir rien à foutre de délivrer son message. En 1751, je pense quand même qu'il y a de tonnes de choses plus intéressantes à faire. Aller à Tortuga, boire du rhum, le coton, le commerce triangulaire. C'est alors qu'on nous introduit Karina, nouvelle protagoniste de la saga alors accusée d'être une sorcière. Grâce à sa malice et à la connerie des gardes de la prison, qui ne gardent pas, elle parvient à s'échapper en ville où se déroule l'inauguration d'une nouvelle banque. Oh, Faramir! Et c'est ainsi que nous est introduit le mythique Jack Sparrow, endormi et complètement bourré, ne se rappelant même pas de ce qu'il est censé faire. Et c'est le premier affront du film envers notre bon vieux Jack. Qu'on soit bien d'accord, j'adore Jack Sparrow. C'est même probablement l'un de mes personnages de film préférés. Il est mystérieux, espiègle, extrêmement ingénieux et terriblement drôle. Du moins dans les 4 premiers films, parce que dans le 5 il est... bourré. C'est tout. Regardez plutôt comment il est introduit dans les précédents films, avec toujours des entrées épiques, aussi majestueuses que pittoresques. Il y a tout Jack Sparrow là-dedans. Ici c'est juste un gars bourré, et le film va prendre un malin plaisir à massacrer le personnage de Jack Sparrow tout du long, soit l'énorme point fort de la saga. On va même mettre un petit compteur qui va s'activer pour toutes les fois où il sera massacré. S'ensuit donc le vol de la banque, durant lequel Jack Sparrow subit absolument tous les éléments. Il est passif tout du long, et ce n'est clairement pas par son ingéniosité qu'ils parviennent à dérober le coffre-fort.
Seulement malheur, suite à leur course-poursuite, le coffre-fort est vide. Aucun bénéfice n'est donc tiré de l'opération. L'équipage de Jack l'abandonne, l'accusant d'avoir perdu sa chance. Ce qui est un constat quand même culotté quand on garde à l'esprit que les tuniques rouges l'ont raté d'aussi près et que c'est une miraculeuse corde qui lui a permis de s'échapper. Enfin bref, les intentions du film sont claires, il veut nous montrer un Jack Sparrow vieillissant qui a perdu de son éclat, ne voulant qu'une seule chose, retrouver le large et son Pearl. En parlant de vieillir, vous savez que la chronologie de la saga est complètement éclatée. À ton avis, il se passe combien de temps entre le 3 et le 4 ? Bah... 3... 21. 21 ans. Ah ouais. Deuxième chance, combien de temps entre le 4 et 5 à ton avis ? Oh, 5 ans au moins. Ah non. Bon voilà, c'était un peu de Pirates des Caraïbes lore, rien que pour vous. Avec ça, vous pourrez briller... nulle part. Par la suite, on apprend que par un incroyable coup du sort, le petit Henry a été retrouvé par la marine britannique, et qu'il s'est fait ramener précisément sur l'île où se trouve le pirate qu'il recherche. Oh mais quelle chance ! Cela dit, il est condamné à mort pour trahison, en raison de ses manches déchirées, signe de traîtrise. Il aurait pu faire un effort et s'en débarrasser avant d'être récupéré quand même. Heureusement, notre sorcière bien-aimée s'y trouve également. Elle est intéressée par le jeune Henry, car ils sont tous deux à la recherche de la même chose, le trident de Poséidon. Et elle dispose d'informations cruciales sur la carte qu'aucun homme ne peut lire, menant à ce fameux trident. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi vous cherchez le trident. Le trident romprait tous les sorts de l'océan. Mon père a été frappé par un de ces sorts. Vous savez que la science ne reconnaît pas les malédictions. Ni les fantômes. Vous avez perdu l'esprit. Donc si je résume, ça veut dire qu'elle recherche, depuis qu'elle est toute petite, un artefact en lequel elle ne croit même pas. Elle veut trouver le trident de Poséidon, dont la particularité est de relever toutes les malédictions des mers, mais elle ne croit pas aux malédictions. Bon bref, les Britanniques vont finalement parvenir à arrêter de nouveau Karina, cependant elle a eu le temps de libérer le petit Henry qui lui s'est échappé. Mais quelle chance! Ah tiens, on retrouve Jack Sparrow... bah bourré. Et bah il veut se bourrer la gueule encore plus fort. Très bien. Il va même jusqu'à échanger son compas contre une bouteille. Vous savez, son précieux compas qui indique la direction de ce que l'on veut le plus au monde. C'était déjà une idée débile, mais le film va doubler cette idée de débile d'une autre idée de débile. Car il se passe ça. Qu'est-ce qui se passe? Jack Sparrow s'est débarrassé du compas. Allons, l'heure est venue de traquer un pirate. Donc ce que le film nous dit, c'est que comme Jack Sparrow s'est débarrassé de son compas, ça a libéré l'espèce de pirate fantôme du début du film. Donc deux choses. Déjà, pourquoi? Quel est le rapport? Mais ça, attendons un peu, je suis sûr que le film va nous donner des réponses satisfaisantes et cohérentes. Mais admettons pour le moment que cela soit cohérent. Si cela arrive bien parce que Jack se débarrasse de son compas, pourquoi cela n'est-il pas arrivé plus tôt? Dans les précédents films, il s'en sépare à plusieurs reprises. Bref, les morts sont libérés, et le film s'attarde pas non plus trop là-dessus pour retrouver Jack qui est... Dans cette scène du film Pirates des Caraïbes 5, le capitaine Jack Sparrow est... Réponse A. Tout nu. Réponse B. Bourré. Réponse C. Dans un hôpital en train de rendre visite à des enfants malades. Réponse D. En train de nettoyer la merde que Amber Heard a posée dans son lit. Je dirais... la réponse B. C'est votre dernier mot? Exactement. Réponse B. Yes! Voilà donc l'homme que nous cherchions. Jack se fait même capturer par les tuniques rouges et est envoyé en prison. Pendant ce temps, Karina a beaucoup de chance. La prison dans laquelle elle a été envoyée dispose d'un trou laissant pénétrer la lumière de la lune de sang, lui permettant de déchiffrer la carte qu'aucun homme ne peut lire. Henry, lui, s'infiltre dans la prison de Jack. Il lui transmet le message de Salazar et lui propose de l'aider à trouver le trident de Poséidon, afin de lever la malédiction. Le truc, c'est que eux, ils sont pas censés savoir que Salazar est libéré. Pour eux, il est toujours bloqué dans son antre. Donc y a pas vraiment de menace pour Jack Sparrow en fait. Enfin, pour ce qu'il reste de Jack Sparrow. Avez-vous au moins un équipage? Un bateau? Un pantalon? Jack! Toutes mes excuses, tu parlais encore là? J'ai piqué un petit repire. Par la suite, nous retrouvons Barbossa que l'on apprend à la tête de toute une armada de vaisseaux pirates. Il se fait informer que ces navires se font attaquer par un certain Salazar. Il comprend tout de suite l'ampleur de la menace et décide de trouver conseil auprès d'une sorcière étrangement tenue prisonnière par les Britanniques, mais qui la laisse tout de même faire ses petits trucs de sorcière. Elle expose le scénario du film à Barbossa,
bien utile d'avoir une sorcière. Surtout que là, on est clairement sur une simili-version de Calypso. Bon, enfin bref. Elle dit à Barbossa que les morts conquièrent les mers et que le trident est l'unique moyen de s'en débarrasser. Le trident ne sera jamais découvert. Dit l'homme qui a trouvé une île impossible à trouver et pénétré des lieux impossibles à trouver. Soyons sérieux. Un artefact capable de lever toutes les malédictions des océans. Pourquoi il n'est pas parti à sa recherche beaucoup plus tôt dans les films? C'était quand même plus simple à trouver que de rameuter tout l'or des Aztèques. Il aurait dû logiquement partir à la recherche du trident dès le premier film, tout comme David Jones aurait dû en être à la recherche également pour lever sa malédiction. Et qu'on arrête de nous faire croire que des vieux loups de mer pareils puissent penser que le trident n'est qu'une légende. Ça commence à bien faire. Et si vous trahissez le compas, il libérera votre plus grande peur. Et la plus grande peur d'un pirate est Salazar, c'est ça. C'est globalement la seule explication que l'on aura sur la sortie de Salazar. Et en toute honnêteté, je pense que là maintenant, la plus grande peur de Sparrow, c'est plutôt une bouteille vide. Et la sorcière donne immédiatement le compas à Barbossa. Où l'avez-vous trouvé? J'ai mes secrets. Well, that's just lazy writing. Jack est alors emmené se faire exécuter. Il est même en compagnie des gardes les plus gentils du monde, qui le laissent discuter tranquillement avec Paul McCartney. Il lui laisse même le choix de choisir comment mourir, entre pendaison, exécution et guillotine. Ce qui est incohérent étant donné que le film se passe en 1751, et que la guillotine a été inventée en 1792. Enfin, si on commence à répertorier les anachronismes de la saga, on n'en a pas fini. Allez, je suis gentil, ça passe pour cette fois. Pitié, n'exécutez pas! Je fais encore pipi au lit! Le petit Henry veille sur la situation et compte libérer Karina et Jack. Son plan est d'ailleurs un peu bancal, tirer au boulet de canon en direction de Jack. C'est si aléatoire comme idée. Ensuite, il y a une idée quand même vachement cool. Faut avouer quand c'est bien trouvé. Bon, le reste du combat est pas très intéressant, Sparrow est toujours clownesque, mais tout le monde s'en sort. Jack retrouve son équipage, et il fait prisonnier Karina et Henry, et part à la recherche du trident de Poséidon sur son vieux taco. Ne me demandez pas pourquoi il les fait prisonniers, a priori ils ont tous le même objectif, et en plus c'est Henry qui a organisé sa libération. Enfin. Pendant ce temps, Barbossa retrouve Salazar, probablement à l'aide du compas. Il a l'intention de lui proposer un marché, de lui ramener Sparrow en échange de sa vie. Salazar, tout clément qu'il est, lui donne alors jusqu'à l'aurore pour retrouver le pirate. Après des tribulations pas franchement intéressantes, où Sparrow continue de faire le débile. La plupart de mes hommes ne savent pas lire. Ce qui fait de toutes les cartes la carte qu'aucun homme ne peut lire. Karina révèle à l'équipage que la carte qu'aucun homme ne peut lire se trouve dans le ciel. En fait, c'est même juste une constellation d'étoiles à suivre. En gros, la carte qu'aucun homme ne peut lire, c'est juste le b.a.-ba de la navigation en mer. Se repérer avec les étoiles. Ils poursuivent donc leur quête et Karina nous expose gentiment son histoire, notamment à propos de son père, qu'elle n'a jamais connu et qu'il l'a abandonné. Sans qu'ils le sachent, une mystérieuse menace s'approche en leur direction, car Barbossa est en train de mener Salazar droit sur eux. Les scénaristes du film se rappellent alors qu'il serait peut-être temps de développer Salazar et son histoire. Alors flashback. On apprend plein de choses, notamment que Salazar était un capitaine espagnol, extrêmement redouté, qui avait fait vœu d'éliminer la piraterie des mers. Ce qui en soi est une noble intention, non ? Mais alors qu'il était sur le point d'accomplir son rêve, il croisa le chemin d'un certain pirate, que nous connaissons bien. On y découvre également la genèse de Jack Sparrow. Toi maintenant, Jack. Ce combat te dirigera vers ce que tu veux le plus. En fait, cette scène explique encore plus de choses qu'on ne pourrait le penser. Tout devient plus clair sur le comportement débile de Jack, et toutes les incohérences du film. Cette scène, c'est la confirmation que les scénaristes du film n'ont jamais regardé les précédents films. Voyez par vous-même. Decompass your batter from me. It cannot lead you to this. Maybe. Donc cette histoire de Jack Sparrow qui récupère le compas auprès de son capitaine mourant, c'est juste pas possible en fait. Ça n'empêche pas Salazar de poursuivre son récit et d'enfoncer le film dans sa médiocrité, car la suite marque le tournant de sa vie entière. Sa rencontre avec Jack Sparrow. Il se tenait là, on aurait dit un moineau. Et c'est ce jour-là qu'il s'est offert un nom qui allait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Jack Sparrow. Jack le moineau. Et cette scène pose problème également. Que Jack s'appelle Sparrow suite à une de ses frasques ne pose pas de soucis. C'est même assez logique finalement. Mais comment Salazar peut-il savoir tout ça? C'est la première et dernière fois qu'il le rencontre à ce moment-là. Il ne sait rien de lui, pas même son prénom. Il peut pas savoir que le pirate qu'il recherche pour se venger s'appelle Jack Sparrow. Vous me suivez? Le Salazar du passé se lance alors à la poursuite du petit moineau, mais va bien vite se faire avoir par l'ingéniosité de Jack, qui parvient à faire dériver son bateau à la dernière seconde. Salazar, placé juste derrière, n'a alors pas le temps de réagir et va se cracher dans les rochers. Moi je me demande juste ce qu'était son plan à la base, parce que dans tous les cas il fonçait dans les rochers de son plein gré. Puis aussi, comment il sait que le compas de Jack Sparrow a le pouvoir de le délivrer de la malédiction? Qui est venu lui expliquer ça? Et s'il l'a déduit? Comment? Toujours est-il qu'après ce brillant flashback, Barbossa a enfin pu mener Salazar à Sparrow, alors occupé dans un concours de blagues graveleuses pas très drôles.
L'équipage repère la menace et décide de fomenter une mutinerie pour sauver leur mise. Sparrow, Karina et Henry sont alors débarqués du navire. Arrêtez, je vous en prie. Non, n'arrête pas. Vous allez beaucoup trop loin. Non, pas du tout. Allons, n'écoute pas. Continue. Les choses vont vite se compliquer, alors que Salazar envoie à leur trousse un escadron de requins morts-vivants. Voyant que ça ne fonctionne pas des masses, l'équipage fantomatique part à la poursuite de Jack en courant sur l'eau. Bah, puisqu'ils savent faire ça, ça aurait peut-être été mieux de commencer par là, non? Parce que, bien évidemment, Jack parvient à se sortir de cette situation, de façon, Sparrow-esque. Salazar ne peut finalement pas avoir la peau de Sparrow, car il ne peut pas poser le pied sur la terre ferme. Pendant ce temps, l'équipage de Gibbs s'est fait rattraper par les Britanniques, car oui, entre-temps, il se trouve qu'ils sont également à la poursuite du trident. C'est la sorcière qui les a mis sur la piste, en interprétant les dessins que Karina avait faits lorsqu'elle était en prison, pendant la lune de sang. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tous ces calculs pour comprendre qu'il faut suivre une constellation? Surtout que la constellation en question est sur la couverture du bouquin, quoi. Jack, Karina et Henry se font capturer par un groupe d'indigènes sur l'île, tandis que Barbossa se propose auprès de Salazar pour aller chercher Sparrow sur l'île et le lui ramener. Salazar accepte le deal, et Barbossa interrompt donc la cérémonie de mariage de Sparrow. Car oui, en fait, il se trouve que sur cette île perdue se trouvent des gens qui connaissent Jack Sparrow et qui veulent se venger de lui en le mariant de force. Bref, c'est vraiment nul. Je fais encore pipi au lit. Donc passons. Barbossa compte en fait doubler Salazar. Son plan est de trouver le trident et de se débarrasser de ce dernier. Et pour ça, il libère le Pearl, alors enfermé dans une bouteille que possède Jack Sparrow. Il n'y a que Barbossa et son épée qui disposent d'un tel pouvoir. Grâce à la vitesse du Pearl, le plus rapide des navires, ils peuvent distancer Salazar et partir à la recherche du trident. Karina finit même par prendre les commandes du Pearl pour les guider jusqu'au trident à l'aide des étoiles. Ah, au fait, en parallèle, Gibbs et le reste de l'équipage de Sparrow ont réussi à s'échapper des Britanniques, en crochetant leur porte de cellule avec un ongle de pied, mais en volant une barque. Tout ça sans qu'a priori personne ne s'en rende compte, hein. Et je sais pas vous, mais cette bande de Lascar n'a pourtant pas l'air des plus discrètes et subtiles. C'est quand même super simple de s'échapper d'une prison britannique dans ce film. Toujours est-il que, attention, vient le moment le plus émouvant du film. Vous êtes donc orpheline. Quel est votre prénom? Il vient d'une étoile du Nord, la plus brillante au monde. C'est probablement Karina. Karina Smith. Vous connaissez les étoiles? Et oui, Barbossa est le père de Karina. Mais le plus drôle, c'est la façon dont il le réalise. Il sait très bien que c'est le livre qu'il a donné lorsqu'il a déposé sa fille à l'orphelinat. Donc toute l'histoire de Karina concorde. Pourquoi il ne comprend que c'est sa fille que quand elle dit son prénom? Il est un peu lent la détente quand même. Des orphelines avec un père qui donne un livre très précis, je pense pas qu'il puisse en y avoir d'autres. Car ça nous est confirmé juste après qu'il a abandonné sa fille en ne lui laissant uniquement que ce livre. Donc il est con ou quoi? Mais pas le temps de s'apesantir sur les sentiments. Les Britanniques viennent de les rattraper. Ce qui laisse quand même songeur, car ils sont censés être sur le plus rapide de tous les navires. Mais le film nous prend à nouveau de contre-pied, car Salazar et son vaisseau fantôme surgissent derrière les Anglais et les engloutissent pratiquement instantanément. C'est quand même balèze. Je ne donne finalement pas cher du Black Pearl vu que Salazar peut faire ça. Mais bon, comme on est qu'à 1h30 de film, et que ça fait encore un peu juste pour un blockbuster, bah Salazar choisit de ne pas faire ça et d'aborder le Pearl. Bon, il a peut-être pas le sens de l'efficacité, mais au moins il a le sens du spectacle. Pirates des Caraïbes, c'est toujours épique dans ses combats. Enfin, Salazar peut affronter son ennemi juré, Jack Sparrow. Et... bah, c'est pas terrible. Non mais regardez, sérieux. Dans les précédents films, on a ça. Et là, on a ça. Jack Sparrow ne se bat même pas, il ne fait que fuir. Y a rien, c'est un ivrogne, débile et peureux, qui ne cherche qu'à fuir. C'est à se demander s'il sait encore manier l'épée. Salazar doit finalement retourner Fissa sur son bateau car le Pearl se crache sur la fameuse île menant au trident de Poséidon, et il ne peut pas se trouver sur la terre ferme. Cependant, dans sa fuite, il prend soin d'embarquer avec lui Henry en guise d'otage. Hector, il faut que je te dise, ta fille est une putative. Sur l'île, il s'avère que le fameux petit rubis que Karina se trimballe depuis des années permet de compléter un plus gros rubis qui permet de scinder la mer en deux et de mener au trident de Poséidon. Bon voilà, faut croire que dans son temps libre, Poséidon aimait bien créer des petites énigmes farfelues comme ça. D'ailleurs, dans l'univers de Pirates des Caraïbes, c'est Calypso qui semble occuper le rôle qu'a Poséidon dans la mythologie grecque. Donc je me demande bien ce que fait le Poséidon de Pirates des Caraïbes, et s'il fait doublon avec la fonction de Calypso. Bien sûr, le film ne s'attarde pas là-dessus. Les voilà donc face au trident, l'artefact capable de briser toutes les malédictions de la mer. Enfin, apparemment.
Le problème c'est que Salazar s'est mis à posséder l'esprit de Henry, pour empêcher nos héros de le récupérer. Henry est donc envoyé pour les empêcher de s'emparer du précieux artefact. Bon bah encore une fois, ça aurait été peut-être utile d'utiliser ce pouvoir plus tôt dans le film, non? Genre pour éviter de se faire trahir par Barbossa. Mais enfin, puis de nouveau, Jack semble complètement avoir oublié comment fonctionne une épée, il fait que crier globalement. Le Henry possédé parvient finalement à s'emparer du trident, et alors Salazar fait son apparition. Le trident doit lui donner le pouvoir de marcher sur le sol, j'imagine. Jack entame alors son deuxième combat face à Salazar. Enfin, combat. Henry et Karina finissent même par faire une superbe découverte. Se diviser, se briser. Brisez le trident et vous rompez les sorts de l'océan. Henry accourt aider Jack et brise le trident en deux d'un coup d'épée. Les mères se voient alors libérées de toute leur malédiction, y compris Salazar, qui retrouve sa forme humaine. Heureusement, le film ne nous inflige pas un troisième combat contre lui, car Barbossa fait son apparition accroché à l'encre du Pearl. Son intention est claire, sauver Jack, Henry et Karina de cette situation compliquée. Tous s'accrochent alors à l'encre pour remonter, mais Salazar se trouve également insistant de ce côté-ci. Grâce à un tatouage des plus subtils, Karina comprend que Barbossa est son père. L'amour paternel rattrape le pirate sans pitié, et se sacrifie pour éliminer Salazar. Il en profite même pour défier les lois de la gravité. Regardez, là, il tombe avant Salazar. Là aussi. Et hop, il est derrière lui, comme par magie. Je rappelle que tous les corps, indépendamment de leur masse, tombent à la même vitesse. Mais enfin, si déjà les scénaristes se rappellent plus des 4 précédents films, on va pas non plus leur demander de se rappeler de leurs courtes secondes, quoi. Bref, nos héros survivent, les malédictions des mers sont levées, bisous bisous, et Will est libéré du commandement du Hollandais volant et peut retrouver sa chère Elisabeth. Ce qui est finalement assez étrange à bien y penser. Les malédictions ont toutes été levées, d'accord, mais c'était pas justement la malédiction du Hollandais volant qui gardait Will en vie? Je rappelle qu'à la fin de Pirates des Caraïbes 3, Will est mourant, et ce n'est que parce qu'il embroche le cœur de Davy Jones avec l'aide de Jack qu'il peut continuer de vivre. Donc c'est littéralement la malédiction qui le garde en vie. Sans elle, il est certes libéré de son devoir, mais je ne vois pas comment il peut survivre. Il n'a littéralement plus de cœur, et il est gardé par Elisabeth dans un coffre. Donc a priori là, il fonctionne sans cœur. Ou alors il y en a un qui a respawn, mais pourquoi? Bref, tout ça, c'est vraiment bancal. Et de nouveau, Jack repart pour sillonner les mers, à bord du Pearl, en quête de fabuleux trésors. Enfin, probablement moins exaltant maintenant, étant donné qu'il n'y a plus aucune malédiction sur les mers. Rendez-vous donc dans une suite qui ne verra jamais le jour, et voilà, fin du film, et de la saga. Ah, une scène post-générique. Honnêtement, je ne sais même pas si les mecs qui ont fait le film savent ce qui se passe vraiment dans la scène. C'est ma théorie sur pourquoi c'est aussi nébuleux, et surtout ça explique le choix de mettre un simili-rêve au milieu pour brouiller les pistes. Comme ça, hop, ils prennent la température quant à un retour de Davy Jones, et s'ils constatent que ça prend pas du tout auprès des gens, ah mais non, c'était juste un rêve, hein. Le film est sorti en 2017, et aujourd'hui on ne sait toujours pas ce que cette scène veut dire. On le saura jamais, je pense. Davy Jones est censé être mort, et en plus de ça, les malédictions des nerfs viennent d'être rompues, donc il n'y a aucune chance pour qu'il puisse apparaître en état poulpeux. Bref, scène post-générique vraiment conne. Bon, faisons un petit récap de l'état de santé du patient. Aucun sens avec la saga, un Jack qui trahit l'essence du personnage, d'énormes incohérences. On peut prévoir quelque chose, une chirurgie réparatrice, quelque chose de corsé. Pirates des Caraïbes 5 est de loin le pire film de la saga. En même temps, les 3 premiers films sont excellents, et le 4ème est sympathique. À des années-lumière de la trilogie, mais il fonctionne bien quand même, avec des passages franchement réussis. Les problèmes de Pirates des Caraïbes 5 se résument assez facilement en 2 gros points. Le premier, c'est qu'il s'inscrit pas très bien du tout dans l'univers de la saga. L'univers des précédents films n'est vraiment pas respecté. La backstory de Jack Sparrow, le pouvoir du compas, la malédiction de Will, tout ça c'est vraiment traité avec énormité. Le deuxième gros problème, c'est Jack Sparrow. Et ça fait vraiment tâche. Car quand un personnage est l'énorme point fort de tes 4 premiers films, et qu'il devient subitement l'énorme boulet du tien, c'est qu'il y a un réel problème de compréhension. Pirates des Caraïbes 5 n'a rien compris à Jack Sparrow. Il est complètement hors de propos, à côté de la plaque. Même Johnny Depp incarne assez mal le personnage, ce qui est encore plus étonnant. En même temps, la faute probablement à ses dialogues, extrêmement pauvres, et bien trop souvent ridicules. Jack Sparrow crie, fait des blagues vaseuses, et est bourré. Voilà où en est réduit le capitaine de ce film, et c'est franchement regrettable. Alors que faire pour sauver ce film? Autant être honnête, il y a beaucoup de choses à changer. L'apparition et les motivations de Salazar sont à revoir complètement. Il est absolument impossible de garder sa backstory si on veut rester logique avec l'univers. Jack Sparrow est à revoir de A à Z, ses ambitions autant que ses aspirations. Voilà sur quoi nous partirions.
Jack est une fois de plus en quête du Pearl, qu'il détient fermement dans une bouteille. Une seule personne est capable de l'en extirper, Barbossa, et cela grâce à son épée. Sauf que le puissant pirate, désormais à la tête d'une armada, n'a bien entendu absolument pas l'intention de laisser Jack s'en tirer avec le Pearl, bateau qu'il convoite tout autant. À tout ce beau monde, une très ancienne menace refait surface, le capitaine Salazar, mystérieusement revenu du royaume des morts. Sauf que bien sûr, nous on lui a donné une raison en béton pour revenir comme ça. Tout ce qui est à propos du compas, on le dégage. Ça c'est comment on aurait géré notre film dans les grandes lignes. Et si on résume notre ordonnance, un Jack Sparrow au sommet de sa forme, un film qui se veut cohérent avec l'univers des Pirates des Caraïbes, et des combats épiques. Et vous en avez pensé quoi? Peut-être qu'ensemble on pourrait guérir le patient. Aussi, nous vous invitons à proposer vos pistes d'amélioration. L'idée c'est de proposer la meilleure version de ce qu'aurait pu être Pirates des Caraïbes 5. On se donne rendez-vous bientôt pour savoir si le traitement a eu l'effet escompté dans notre version de Pirates des Caraïbes 5. J'espère que ce Script Doctors vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire d'autres passions qu'on pourrait ausculter. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter, TikTok, Instagram. Et on vous dit à la prochaine.